À mon retour du supermarché, j'ai flanqué une raclée à mon fils. À mon retour, je me suis rendu compte que j'avais acheté un tas de choses en double ou en triple. Et pour couronner le tout, j'avais acheté plein de choses que je déteste. J'avais dit, on va aller au supermarché tous ensemble. On va y passer ce putain d'après-midi. Ça vous plaît, hein, de passer tout un putain d'après-midi au supermarché? Et puis j'ai réfléchi. Et j'ai dit, restez plutôt à la maison. J'y vais tout seul. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais faire une surprise à ma famille. Je vais faire les courses pour le mois, tout seul, comme un grand. J'arrive au supermarché. Je me lance. Je prends 3 chariots. Je suis lancé. La caissière me dit « Ah, vous ne pouvez pas prendre 3 chariots? C'est beaucoup trop, 3 chariots. » Alors je lui dis « Espèce de connasse. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir une famille nombreuse. Moi non plus, vu que je n'ai pas une famille nombreuse, mais je viens faire les courses pour le mois. » Et la caissière qui me répond « Fais comme tu veux, crâneur. » J'attache un chariot à un autre chariot et cet autre chariot à un 3e chariot. J'attache les 3 chariots ensemble. Oh, on dirait un petit train pour balader les touristes dans les endroits touristiques. Je me demande si il vaut mieux pousser ou tirer les chariots. Mais tirer, bordel! Me voilà donc au supermarché en train de tirer le premier chariot et de mettre de tout dans tous les chariots. Je me suis dit que j'allais diviser les chariots. Alimentation, produits de nettoyage et... Bon, bref, ça a fini par me gonfler et j'ai fait le plein sans me prendre la tête. J'ai tout mélangé. Comme ça, quand je ramène les courses à la maison, la surprise est plus grande. Ils ouvrent les sacs et tout est en vrac et ils sont sciés. Chaque fois que je mets un nouvel article, je me dis oh, « C'est la classe, mon gars! Tu te débrouilles comme un chef !» Mes 3 chariots sont pleins, à ras-bord. Il ne manque rien. J'arrive aux caisses. Je déballe la marchandise sur le tapis roulant. Je regarde les articles s'éloigner. La caissière les fait défiler devant le lecteur de code barre comme si elle remettait un prisonnier en liberté. C'est là que je vois ce que j'ai acheté. J'en suis perplexe. Oh! J'ai acheté du pain complet, alors que je déteste le pain complet. J'ai acheté 6 packs de lait entier, alors qu'à la maison, on ne boit que du lait écrémé. Oh, j'ai acheté des yaourts sucrés, en croyant que c'était des yaourts nature. J'ai acheté du papier hygiénique parfumé, alors que je ne peux pas me nettoyer le cul avec un truc qui sent le parfum. J'ai acheté plusieurs kilos de côtelettes d'agneau, alors qu'on n'a ni barbecue, ni endroit pour les faire cuire à l'extérieur de la maison, et que ma femme ne supporte pas que la cuisine sente la fumée.
J'ai acheté de la sauce tartare convaincu que c'était de la mayonnaise. J'ai acheté 15 briques de gazpacho en croyant que c'était de la sauce tomate. J'ai acheté 100 bouteilles d'eau minérale alors qu'à la maison, l'eau du robinet est au poil. On peut la boire sans problème. J'ai acheté toutes sortes de pâtes, des macaronis, alors que mon fils déteste les macaronis, des pâtes aux œufs, alors que ma femme est allergique aux œufs, et des pâtes vertes, alors qu'à la maison, tout le monde déteste les épinards. J'ai acheté un parfum d'ambiance au pain qui me renvoie d'infâmes souvenirs de la maison de mes parents. J'ai acheté un autre parfum d'ambiance au citron, celui-là. Tellement dégueulasse qu'on supporte presque mieux celui qui sent le pain, malgré les mauvais souvenirs. J'ai acheté des lingettes pour le visage, alors que je ne supporte pas cette saloperie humide sur ma peau. Par contre, j'ai oublié d'acheter ce dont on avait vraiment besoin. Bordel de merde. J'ai oublié d'acheter les 4 conneries dont on avait besoin, bordel de merde! Ça m'a foutu une de ces haines. Je dis à la caissière, tiens, connasse de mes deux, prends ma carte Visa et fous-toi là dans le cul. Et la caissière qui me répond, si tu me files ton code secret, je peux même te sucer. Ça vole pas bien haut, je lui dis. Et je signe. Et je remplis la voiture. Et j'arrive à la maison. J'ouvre la porte et je lâche à ma femme. Chérie, je crois que cet après-midi, tout le monde aura droit à sa baffe. Il va pleuvoir des baffes et toi et ton fils, vous n'avez pas de parapluie. Alors ma femme me regarde et elle rigole en pensant que je déconne. Alors je lui file sa première baigne. Ça lui apprendra à faire sa maligne. Elle tombe contre la table de la cuisine. Et elle rigole. Elle perd pas le sens de l'humour. T'as acheté du coton? Elle me demande. Et passe-moi un, putain. Moi, je me mets dans tous mes états. Parce que j'ai oublié d'acheter du coton, et de l'alcool, et de l'eau oxygénée, et des tas de choses que j'aurais dû acheter. Je suis rentré avec le coffre bourré de saloperies qui ne servent à rien, bordel de merde. Ça me fait tellement chier que je dis à ma femme, tu sais quoi? Je vais te filer encore une baigne. Et après ça, je m'occuperai du gosse. Je lui file sa baigne, et elle part chercher du coton. Moi, je vais chercher mon gamin pour lui filer une bonne branlée, comme on dit. J'ai acheté des piles pour la Game Boy du gamin. Mais pas de la bonne taille, bordel. Et quand mon gosse me dit, les piles que tu as achetées pour la Game Boy, c'est des piles qui vont sur la radio et sur le réveil, mais pas sur la Game Boy. Je lui flanque sa première baigne. Tu parles pas comme ça à ton père! Et il reçoit sa deuxième baigne, et sa troisième baigne, sa troisième baigne et sa quatrième baigne. Et j'accumule les baignes jusqu'à ce que toutes ces baignes réunies méritent enfin d'être appelées une branlée. Et je continue à lui flanquer des beignes, jusqu'à ce qu'on puisse appeler ça une bonne branlée. Et je continue à allonger les beignes, jusqu'à ce que cette bonne branlée devienne une authentique raclée. Et quand je vois que j'ai eu la main un peu lourde, la belle expression, j'ai eu la main lourde, je m'arrête. Parce qu'il faut éviter d'atterrir à l'hôpital. Hein? Il faut éviter d'atterrir à l'hôpital et d'avoir à expliquer à des inconnus, de déballer, comme on dit, des histoires de famille qui sont ce que tu as de plus important dans la vie, ce que tu aimes le plus au monde.
Parce qu'il est lamentable et dégradant d'aller d'hôpital en hôpital pour étaler sa vie privée, que tu es trop baisé ou trop cogné. Je déteste les fiches et les formulaires en tout genre. À chaque fois qu'il faut inscrire des renseignements sur une feuille de papier, je tremble, je pleure et je bave. Je mouille et je froisse la feuille au lieu de la remplir. Ça me vaut d'être expulsé du commissariat, de l'aéroport ou de la préfecture à coups de pied au cul. Ce qui me dispense d'avoir à remplir quoi que ce soit. Alors, pour échapper aux hôpitaux, aux imprimés et à tout ce qui va avec, j'arrête un peu de cogner mon gamin. Je vais chercher ma femme dans la salle de bain. Je les attrape tous les deux par les cheveux et je leur dis « On va aller dîner dehors, bordel, au restaurant. » Eux, ils sont contents. On dirait deux crétins avec un stylo à la main. Moi, je pense à ce que j'ai acheté au supermarché et ça me rend dingue. J'ai acheté pour mon fils un pull jaune pétard qui lui va 10 fois trop grand. Je n'ai pas l'intention de retourner au supermarché pour échanger ce pull jaune pétard. Pas plus que je n'ai envie de jeter ce pull à la poubelle. Pas plus que je n'ai envie de donner ce pull. Je vais attendre que mon gamin grandisse et que ce pull jaune pétard lui aille. Mais pour grandir, il doit se nourrir. Alors il va se nourrir, bordel. Il va se nourrir pour grandir, pour pouvoir mettre le pull jaune pétard. Avant d'aller au restaurant, je leur dis, on va grignoter un peu à la maison. C'est qu'il doit se nourrir, ce gamin. Allez, venez avec moi au garage. Et je sors de la voiture toutes ces courses à la con. Les 400 sacs en plastique. Mon fils met son pull jaune pétard, qui lui va comme un sac. Il ressemble à un clown avec son pull, il est énorme. Il ressemble à Ronald McDonald avec son pull. Alors je lui dis, bouge un peu avec ton pull. Et cours, fais du sport, bordel, fais quelque chose avec ton pull. Alors il tombe, il trébuche le pauvre gosse. Ça me fait chier parce qu'il continue à saigner. Normal, vu la branlée qu'il vient de recevoir. Ça tache le pull et ça me fait chier. Et ma femme qui se moque. Ne te moque pas du gamin, je lui dis. Quelle salope. Donne un coup de main, participe. On va attacher le gamin à la chaise. Ici, dans le garage. Il faut qu'il grandisse, ce gamin, pour pouvoir mettre le pull jaune pétard. Et tu vois pas qu'il lui va 10 fois trop grand? J'attache mon gamin sur la chaise, dans le garage, et suivant la procédure communément appliquée aux oies, je fourre dans la bouche ouverte de mon gamin tout ce que j'ai acheté par erreur au supermarché. Pour qu'il grandisse. Parce que chez nous, on ne jette rien, ni la nourriture, ni le pull. Et, suivant la procédure communément appliquée aux oies, à l'aide d'un bâton, je pousse tout ce que j'ai ramené du supermarché dans la gueule ouverte de mon gamin. Le pain complet, le lait entier, les macaronis, une boîte de Kellogg's au chocolat, une demi-douzaine d'œufs, un pot de sauce tartare. Le gosse a pris de l'épaisseur.
Le pull lui va, comme un gant. Il est content, le con. Ce soir, il va pouvoir mettre son pull neuf. Je regarde le carnage autour de moi. Le garage est dans un état tout éclaboussé de yaourt, de ketchup, de saucisses, de confiture de figues. Et je me dis, un père ne peut pas traiter son fils comme ça. C'est quand même pas sa faute. Alors je demande à mon fils, c'est quand même pas ta faute, non? Et le pauvre gosse me regarde et me dit, j'ai rien fait, c'est pas ma faute. Ce à quoi je réponds, t'es gonflé. Comment ça? C'est pas ta faute? En fait, c'est toi le seul fautif. Quand on va au supermarché, bordel de merde, c'est qu'on a des bouches à nourrir. Et toi, bordel, t'as une bouche de plus à nourrir. Et ça, bordel, c'est ma responsabilité. Le gamin me regarde, la mine ahurie. Alors, je lui donne un coup de poing dans la poitrine et je lui dis comme ça, tendrement, c'est une blague. Putain. Allez, nettoie-moi ce pull, on va faire un tour quelque part. Ma femme me demande si on va vraiment faire un tour quelque part. Et moi, je lui réponds, bien sûr qu'on va faire un tour quelque part. Et on sort tous les trois de la maison. Parce qu'on va aller dîner dehors, bordel. Ils entrent dans la voiture. Et moi, je les fais sortir un coup de pied au cul parce qu'ils sont en train de me tacher les housses, bordel de merde. Ils sont couverts de sang et de restes de nourriture, putain. Mettez des serviettes. Mettez quelque chose sur les sièges pour ne pas tacher les housses. Allez, on s'arrache, on va dîner dehors. Dans un McDonald's au bord de la route. On roule. En avant, toutes, moi et ma petite famille ravie et ensanglantée. On écoute Bach à la radio. Radio classique, radio nationale. Bach à la radio. Et ma petite famille ravie et ensanglantée. Cap sur le McDonald's. Soudain, on entend des grillons. Quelqu'un dit « Hé, vous entendez les grillons ?» Je ne sais plus si c'est moi qui ai dit que j'entendais les grillons, si c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Le fait est qu'on a stoppé la voiture, stoppé la musique, stoppé le moteur, au beau milieu de la route. Et on a écouté les grillons, bordel. Et on s'est écouté respirer péniblement dans la voiture. Ah, ah, une mélodie rudement jolie. C'est à cause des beignes. On est tout enflé. Alors, on éteint le moteur et on descend de la voiture pour mieux entendre les grillons. On quitte la route à pied, tous les trois. On suit le bruit des grillons. On était parti pour un McDonald's au bord de la route. Et on se retrouve dans un putain de vignoble, bordel de merde. On était parti pour un McDonald's et on se retrouve quelque part. On écoute les grillons. Et on se faufile au milieu des vignes.
Et les vignes sont argentées. Et la lune est argentée. Et il y a tellement d'étoiles que je dis, vous voyez le ciel, bande d'enfoirés. La dernière fois que j'ai vu autant d'étoiles, c'était aux Antipodes. Chez mes parents, aux Antipodes, à 16 heures d'avion d'ici. Là-bas, oui, il y a des étoiles. Mais s'il n'y a pas d'étoiles, on ne voit pas autant d'étoiles. Mais aujourd'hui, oui, on en voit des étoiles. Bon, les grillons font comme si de rien n'était et ils y vont, de plus belle. Et les étoiles font comme si de rien n'était. Et les nez continuent à saigner. Et nous, on va bien s'entendre, bordel. On va bien s'entendre. On va s'asseoir au milieu des vignes et cueillir des grappes de raisin. Ça va nous dégouliner dessus, bordel. Et on va manger du raisin et on va cueillir des grappes. Ça va nous dégouliner dessus et on va compter les étoiles. Allez, vas-y les grillons. Une bien jolie veillée, bordel. On se gave de raisins sucrés. On bavarde. On se regarde saigner. Je savais que ça nous ferait du bien d'aller nous balader quelque part. On part faire un tour quelque part. Ils disent, mais c'est faux. On part toujours du même endroit pour se rendre aux mêmes endroits. Et quand demain tu iras à l'école et qu'ils verront la tête que tu as, parce qu'à mon retour du supermarché, je t'ai flanqué une bande raclée, tu diras que tu étais quelque part. Et si jamais on te demande où, tu réponds. Je rentre de Troyes. J'ai connu des gens. J'ai connu toutes sortes de gens. Ceux qui spéculent avec l'argent et ceux qui spéculent avec les sentiments. Eux, ce sont les pires. Parce qu'ils disent qu'ils t'offrent leur cœur. Alors qu'en fait, ils sont en train de jouer une putain de partie d'échecs. Vous savez quoi? On va continuer à faire la bringue. Non, on ne va pas retourner à la maison, ni à l'école. On remonte dans la voiture et on se tire quelque part ailleurs. Et on s'arrête n'importe où. Et on envoie des cartes postales à tous nos amis pour les faire chier. Des cartes postales de Cibellina, de Palerme, de Syracuse, de Troyes, bordel, de Ground Zero, bordel, d'Irak, de Guantanamo, bordel, des cartes postales pour épater la galerie. On va envoyer des cartes postales de gens célèbres, mais en changeant leur nom. Une carte postale avec la tête d'Hillary Clinton, où on peut lire Clytemnestre. Une de Bill Clinton, où on peut lire Agamemnon. Et une de Monica Lewinsky, où on peut lire Cassandre. Une de Dodi Al-Fayed, où on peut lire Égiste. Une de Lady Di, où on peut lire Cassandre. Et une du prince Charles, où on peut lire Agamemnon, cocu. Une des fils de Saddam, où on peut lire Iphigénie. Et une de Saddam, où on peut lire Agamemnon. Et une de Tony Blair, où on peut lire Égiste. Et une de José Maria Aznar, où on peut lire Le Messager. Et une de Berlusconi, où on peut lire Agamemnon. Et une de Canal 5, où on peut lire Le Palais des Atrides. Et une du peuple irakien,
où on peut lire des Troyens. Et une avec des Argentins où on peut lire des Troyens. Et une avec des Africains où on peut lire des Troyens. Et une avec des missiles Scud où on peut lire Sida. Et une avec des Palestiniens où on peut lire des Troyens. Une avec des Cubains où on peut lire des Troyens. Et une de George Bush où on peut lire Agamemnon. Et une de Ben Laden où on peut lire Égiste. Et une avec des Russes où on peut lire des Troyens. Oh, regarde-moi ce tableau, je dis à mon fils. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait pour l'améliorer? Rien. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire pour l'améliorer? Rien. Si on en est là, c'est parce qu'on a passé notre vie à ne rien faire, ou à faire ce qui était, paraît-il, préférable, raisonnable, profitable. Bref, on a fait ce qu'on nous a dit de faire. Je me prends la tête là. Je deviens fou. Je me couche en pleurant. Et quand je vais prendre mon petit déjeuner, bordel de merde, je le prends en pleurant. Ça bousille les tartines, putain. Et tu sais pourquoi? Parce que je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé. Je n'ai participé à la création de rien de ce qui m'entoure. Ni des verres dans lesquels je bois de l'eau tous les jours, ni de l'avion qui m'a amené jusqu'ici. Je suis nul en cartographie. Je ne sais pas comment marche mon ordinateur. Je n'ai pas construit ma maison de mes propres mains. Je n'ai rien planté ni élevé de ce que je mange tous les jours. J'ai tout trouvé, tout fait. Je ne sais pas comment on fabrique le papier des livres que j'ai lus. Je n'ai pas produit de vin. Je n'ai pas inventé la télévision, ni les vaccins. Je n'ai pas inventé les règles du football. Je n'ai pas contribué à la fabrication de la première chaise. Je n'ai pas eu l'idée avant tout le monde de mettre les fenêtres aux maisons. Je n'ai pas inventé le matelas. Je n'ai pas découvert l'œuf au plat. Je n'ai pas eu l'idée du stylo. Je me suis contenté de manier des informations. En d'autres mots, toute ma vie, j'ai eu les mains vides, sales, pour brasser les idées des autres. Participé au tracé d'aucune ligne de chemin de
Je n'ai pas inventé la pizza. Je ne saurais pas fabriquer un piano. Je ne sais pas comment s'obtient le plastique. Je n'ai pas inventé le ventilateur. Je ne sais pas comment s'obtiennent les sprays. Je serais bien incapable de fabriquer une classe pour un clocher. Jamais je n'aurais eu tout seul l'idée d'aller pêcher, ni de me confectionner ma première paire de chaussures. Bien évidemment, je n'ai pas découvert le feu. Je n'ai pas su transformer le marc de raisin en grappin. Je n'ai pas inventé le compact disque. Je fais les choses que fait un animal simple. Élever des enfants et leur apprendre à se servir d'objets inventés par des inconnus. Et après, on se plaint que tous ces machins n'améliorent pas leur vie et n'améliorent pas la nôtre non plus. On dit que certains sont inutiles, voire dangereux. On ferait mieux de fermer nos gueules et d'agir pour de bon. On envoie des cartes postales. Et on va se trouver à dîner dans un Kentucky Fried Chicken au bord de la route. Je demande à ma petite famille, oh, vous voulez qu'on s'arrête au Kentucky Fried Chicken? Eux, ils me répondent, hors de question. Moi, je leur réponds, d'accord, on va s'arrêter au Kentucky Fried Chicken parce que c'est comme ça et je vous emmerde. Et pendant qu'on avale nos ailes de poulet, qui n'ont rien à voir avec des ailes ou avec du poulet, pendant qu'on boit du Coca-Cola à la paille avec nos tronches de débiles, ces tronches de débiles qu'on a quand on boit à la paille. Moi, je pense au tragique en tant que concept. J'ouvre une petite boîte en carton pleine d'ailes de poulet frit avec de la sauce barbecue et de la mayonnaise. Je la montre à ma famille et je leur dis, vous ne trouvez pas ça tragique? Alors mon fils dit, ce sont des ailes de poulet frit. Non, ce ne sont pas des ailes de poulet frit, je lui dis, enfoiré. Alors, je prends les ailes de poulet et je trace sur la table un schéma impeccable et clair de la tragédie avec des ailes de poulet frit. Je compte 1, 2, 3, 7 ailes de poulet frit. Je débarrasse la table, je jette tout ce qu'il y a sur la table, les Coca-Cola, les restes de sauce, tout. Je laisse le champ libre aux ailes de poulet. Cette aile de poulet, je les dispose sur la table, chacune à sa place. Et je prends la bouteille de ketchup et j'écris en grand sur la table le mot « tragédie »
Alors mon fils se fend la gueule. Mais moi, je lui explique que la tragédie commence dans le monde industrialisé. Que la tragédie a toujours commencé là où il y avait de l'argent et à manger. Et qu'ensuite, on l'a envoyé ailleurs. On l'a déplacé sous forme de bombe atomique, sida, faim, sécheresse ou dictature. Et je lui dis, un homme qui se jette dans le vide du haut d'une tour en flammes en plein Manhattan ressent la même cruauté, la même injustice qu'un homme qui meurt de faim à Tucumán ou au Rwanda, victime du libéralisme économique. Mais la presse s'obstine à claironner que ce sont des choses complètement différentes. Ils nomment terrorisme ce qui leur convient, ce qui leur sert à gagner de l'argent. Alors, je divise la tragédie en 7 actes. Et je donne à chaque acte le nom d'un des pays les plus riches du monde. Une aile de poulet frit, l'Allemagne. Une autre aile de poulet frit, le Japon. Et je dis à ma famille, allez, on va écrire les noms à côté de chaque aile de poulet avec de la moutarde, du ketchup et de la sauce barbecue. Une autre aile de poulet frit, la France. Une autre aile de poulet frit, la Grande-Bretagne. Une autre aile de poulet frit, le Canada. Une autre aile de poulet frit, l'Italie. Et au milieu, un gros morceau de blanc de poulet, les États-Unis. Alors la serveuse se pointe et me dit, vous êtes un peu grand pour jouer avec la nourriture, vous voulez que j'appelle le vigile? Je ne joue pas avec la nourriture, je lui dis. Je suis en train d'expliquer à mon fils le sens du mot tragédie. La serveuse me dit, je ne comprends pas. Le gorille de l'entrée s'est approché de la table, la main posée sur sa matraque, et il me dit, moi non plus. Alors, mon fils dit, c'est pourtant simple, tête de nœud. Les ailes de poulet sont les grandes puissances. Elles représentent le monde industrialisé. Et si la tragédie est planifiée au sein du monde industrialisé, alors la question qui se pose est la suivante. Où faut-il aller chercher l'espoir? Je n'en reviens pas de voir à quel point mon fils a bien compris l'histoire de la tragédie. Comment? Sans que j'ai rien dit. Il vient de pointer du doigt l'idée utopique de l'espoir. Alors, je dis au gorille, l'espoir, il faut aller le chercher ailleurs. Et toi, tu vas nous y aider. Bon. L'espoir peut se trouver n'importe où sur Terre. Le problème, c'est de tomber dessus. Supposons que l'espoir se trouve là-bas, à cette table autour de laquelle cette famille est en train de manger. Hé, débarrasse-nous cette table. Non, on en a besoin pour l'exemple. Alors le gorille fait dégager la famille. Il est emballé par cette histoire de tragédie. Pendant ce temps-là, moi je dis à mon fils, va fouiller dans les poubelles du restaurant, ramasse toutes les ordures, rapporte tout ce qui est à moitié rongé, les os, la peau de poulet, rapporte tout ce que tu trouves. Et je dis au gorille, à vrai dire, je crois qu'il va nous falloir toute la pièce. Pas de problème, dit le gorille. Il dégaine son flingue et tire 6 coups en l'air en 5 secondes. Il n'y a plus une âme dans le Kentucky Fried Chicken. Ma femme m'a cherché d'autres boissons. Les serveurs essuient les tables. Et moi, je leur dis, on va remplir toutes les tables avec les ordures que mon fils va rapporter. Et comme ça, je vais pouvoir vous expliquer le concept d'espoir. Ils sont aux anges. Les serveurs, la caissière, le gorille. Alors mon fils entre dans le Kentucky avec 2 énormes sacs bourrés d'ordures. Et on se met tous à déverser sur les tables autour de la nôtre des kilos d'os de cuisses de poulet, des os de poitrine de poulet, des os d'ailes de poulet, des bouts de peau, des croquettes de poulet à moitié rongées, des serviettes sales pleines de bouts de poulet, des petits pots de sauce pour le poulet, des verres de Coca-Cola, des pailles mâchouillées, des glaces en train de fondre. Alors je leur dis, c'est bon les gars, venez, on va s'asseoir à notre table. Ils sont fous de joie. Même les cuisiniers sont venus s'asseoir avec nous. Alors, je lâche. Regardez cette table. Des ailes de poulet, l'Allemagne, le Japon, etc. Cette puissance mondiale, cette aile. Et regardez, tout autour, qu'est-ce qu'il y a? Des ordures. Ils disent, des ordures? Mais comment ça, des ordures? Faites pas les cons. Alors, mon fils me regarde et me dit à voix basse, sur les autres tables, il y a l'espoir.
Et c'est justement ce qui manque à cette table-ci. Alors je donne un coup de poing dans la poitrine du gamin. Très bien, petit, exactement. Sur cette table, il y a la richesse, et sur les autres, il y a l'espoir. Mais personne ne veut s'approcher de l'espoir. Car pour dénicher de l'espoir parmi toutes ces ordures, il ne faut pas avoir peur de se mouiller. Il faut débourser de l'argent. L'espoir fonctionne avec de l'argent. Comme les moteurs fonctionnent avec de l'essence. Et mon corps avec mon sang. L'espoir n'est pas un rêve. C'est un projet. L'espoir commence par un changement de volonté, d'attitude. Et il se matérialise sous forme de projet. Alors, le gorille me dit « Me fais pas rire, du con ». Et la cuisinière du Kentucky dit « On les connaît par cœur, hein, tous ces projets. Ce que planifie chaque parti et ce que planifie chaque entreprise. Voilà pourquoi on peut affirmer qu'il n'y a pas d'espoir. » Alors ma femme éclate en sanglots, la conne. Et la caissière du Kentucky éclate de rire. Et la femme de ménage dit « Allez tous vous faire foutre. Regardez dans quel état vous avez mis le restaurant. » Moi, je me sens peinard depuis que le gorille a vidé son chargeur et il ne lui reste pas une seule balle et ça me rassure. Quant à mon fils, il vire poète et crétin. Il dit « Le partage de l'espoir ne les intéresse guère. Ils s'acharnent à détériorer la vie et font de la propagande. Ils nomment terrorisme, ce qui est une vengeance toute simple et bien naturelle. » Alors là, je lui dis « Hé, un moment, du con. C'est l'heure de tirer les choses au clair. » Non, on finit toujours par tirer les choses au clair. Les gens se réunissent à la télévision et rien n'est jamais tiré au clair. Alors, la serveuse du Kentucky dit « Moi, j'aimerais que sur Internet, il n'y ait que de la pornographie. » Non, rien d'autre. Que de la pornographie. Car l'accumulation d'informations n'a rien à voir avec la connaissance. Tenez de l'information, ils disent. Tenez de la connaissance, ils disent. Et moi je dis, l'information et la connaissance sont aux antipodes l'une de l'autre. Ils nomment information un fatras de données banales. Moi je lâche. Oula, je crois que vous devenez un peu trop dense, têtonneux. Alors le cuisinier prend la parole. La différence entre l'Italie et l'Angola. Alors c'est qu'en Angola, le gouvernement a décidé de distribuer la misère en parts égales sur toute la surface du territoire. Alors qu'en Italie, le gouvernement a décidé que le Sud bouffera de la merde, pendant que le Nord dessinera des meubles, des vêtements et débouchera des bouteilles de champagne. Alors mon enfoiré de fils dit « Au Sud, il y a l'espoir ! Mais qu'est-ce que ça peut foutre si au Nord, il n'y a pas la volonté ?» Moi, je lâche. Ne me plombez pas le moral, tête de nœud. Ne me gâchez pas mon après-midi. J'aime l'homme quand l'homme est un animal. J'aime l'animal qu'est l'homme quand il baise, qu'il transpire. J'aime l'animal qu'est l'homme, même quand il trompe. J'aime l'animal qu'est l'homme, même quand il tue en état de légitime défense. Mais quand l'homme s'intéresse aux affaires, l'homme cesse d'être un animal. Alors je ne l'aime plus. Je déteste l'idée d'expérience. Car pour moi, chaque acte est unique. Chaque soleil est nouveau. Chaque jour, je suis quelqu'un d'autre. Accumuler les expériences ne protège pas. Alors, la femme de ménage laisse tomber sa serpillière et s'assoit. Elle regarde la table, le mot tragédie écrit au ketchup, des ailes de poulet, et elle me dit: par les temps qui courent, il vaut mieux ne pas dire ce genre de choses, tête de nœud. Par les temps qui courent, il vaut mieux fermer sa gueule ou modérer ses propos. Alors je me mets en colère et je lui dis: sale grosse de mes deux, je vais te filer une bonne branlée, après ça tu m'expliqueras ce que tu entends par modération. Et la gonzesse me répond: la modération est le virus que les entreprises ont inoculé aux hommes politiques
et que les hommes politiques et les médias ont transmis au peuple. Ça grouille de philosophe à la con dans ce Kentucky Fried Chicken, je dis. Il faut qu'on s'arrache. On se casse, je dis à ma famille. Et pendant qu'on se tire de ce bouge, la femme de ménage hurle. Je ne sais pas où a débuté cette épidémie de consensus et de modération. Peut-être dans une multinationale ou au ministère de l'Intérieur. Tout ce que je sais, c'est qu'avant, on gueulait quand on se faisait enculer. Maintenant, tout est prévu pour qu'on gueule si on en a envie. Sauf que chacun se dit, hé, faut baisser le ton, putain, faut pas exagérer, faut pas foutre le bordel, on n'est pas si mal, pas de quoi en faire un plat, et s'il y a quelque chose à faire, autant le faire sans élever la voix, comme un peuple civilisé. Merde! Le cuisinier est sur le point de parler, mais moi je lui crie. Tu crois, personne ne t'a sonné, connard. Alors, la cuisinière continue son baratin. Tuer ne mène à rien, ils disent. Et eux, ils n'arrêtent pas de tuer. Ils donnent des leçons de modération. Ils demandent de la modération. Ils exigent de la modération pendant qu'ils assassinent à droite à gauche. Les partis se mettent à genoux et ils te sucent pour que tu défendes une fausse idée de nation. Et les entreprises se mettent à genoux et elles te sucent jusqu'à ce que... Satisfait de toi, tu confondes le progrès personnel et la justice globale. Ce qu'ils appellent progrès personnel, c'est une hausse des salaires de 2% à la fin de l'année. Et un panier garni pour Noël, et les fêtes de Noël, et le dernier film de Walt Disney, et j'en passe. Je vois les corps comme des machines. Je vois le gamin de Gênes sur le point de jeter l'extincteur sur la Jeep de la police, comme le ferait une machine. Je vois ses mouvements, ses vêtements, sa cagoule, comme collés à une machine. Je vois un policier comme une machine en train de viser la tête. Je vois le corps du gamin terrassé, comme une machine en train de s'effondrer. Je vois la Jeep rouler par 2 fois sur le corps du gamin. Une machine écrasée par une autre machine. Je vois cette humanité sans humanité. Comme une putain de machine. On vous laisse tête de nœud, je dis aux employés du Kentucky Fried Chicken. Je prends mon fils et ma femme dans les bras, on retourne à la voiture et on va traîner quelque part, ailleurs. Et pour en finir avec cette journée stupide, pleine de gens stupides, une journée tragique, je dis la chose suivante. Les gens qui ne s'offrent jamais aux autres se surestiment. Les gens qui s'offrent aux premiers venus n'ont que le mépris envers eux-mêmes. Voilà. Épilogue. Ce matin, j'ai vu des gouttes de rosée prises dans une fine toile d'araignée à la campagne, comme des perles suspendues dans les airs. J'ai touché prudemment la toile d'araignée et j'ai vu les gouttes trembler et briller comme des larmes refusant de plonger dans le vide. Et j'ai pensé à certains amis, à certaines femmes que j'ai aimées. Il y a des gens que j'aime, il y a des gens qui m'ont fait du mal. Pendant que je regardais méduser ces gouttes de rosée tremblant sur cette toile,
qu'une araignée avait tissé parmi les mauvaises herbes à la campagne. Et ensuite, j'ai pensé à ceux qui n'ont même pas le mérite de se laisser tomber comme une goutte de rosée sur une fine toile d'araignée et qui disparaissent maladroitement sous nos yeux, absorbés par la terre. Ces gens-là n'ont rien foutu